Allô, moi c'est Laurence. Moi, c'est Vicky. On est deux diplômés en anthropologie de l'Université Laval. Puis si tu te demandes ce que ça fait un anthropologue, viens-t'en qu'on en jase entre potes. Si vous aviez à deviner qu'est-ce que ça fait un anthropologue, qu'est-ce que vous diriez? Oh, aïe, aïe, Je sais pas c'est quoi un anthropologue. Eh boy. Je ne sais pas. J'en ai aucune idée pour le présenter. Étudie les anciennes sociétés. Ça les oiseaux. Je vois quelque chose avec le bois ou... Quelqu'un qui est spécialisé dans l'entrepreneuriat. Une version ancienne de l'archéologie. Non, vraiment, là, non. L'anthropologue, mais ça étudie l'anthropologie. Maman, c'est quoi l'anthropologie? Tu veux que je réponde à qu'est-ce que ça fait? C'est quelqu'un qui étudie l'être humain. Ça étudie les mœurs, les gens. C'est comment qu'ils sont, comment qu'on est, comment que ça marche, comment que ça a été. C'est un découvreur de racines des nations et des peuples. Je suis très respectueux des anthropologues. Bienvenue à un autre épisode d'Entre Potes, le balado qui démystifie l'expérience concrète de l'anthropologie francophone canadienne, vécue et racontée par des anthropologues de tous les horizons pour le grand public. Allô, tout le monde! Comment ça va, Laurence? Ça va très bien, toi, Vicky? Ça va toujours bien. Il fait beau, soleil. Et là, je suis plus qu'énervée parce que en plus de faire un deuxième épisode en partenariat avec l'Anthropoblog, on reçoit aujourd'hui une invitée spéciale, l'une de nos sœurs, oh oui. l'une de nos amies, Servane Roupnel. Comment ça va? Mais ça va bien. Bonjour tout le monde. Hey, je suis tellement contente de te recevoir aujourd'hui parce que ça fait full longtemps qu'on s'est pas vus. Puis on a, en plus d'avoir eu la même directrice de recherche toutes les trois, ben toi puis moi, on a fait de la danse ensemble. Oui. Puis on a passé pas mal de temps jadis. Tu as été une ressource par moment où j'avais des interrogations plus graves sur mon mémoire. Donc, c'est un plaisir de te revoir et de te recevoir chez nous. Ben, merci à vous. Donc, on rappelle pour ceux et celles qui viennent de nous rejoindre. Aujourd'hui, on va parler, entre autres, de la contribution de l'Anthropoblog de Servane. L'Anthropoblog, c'est quoi? C'est un blog du département d'anthropologie de l'Université Laval qui offre là, la possibilité aux étudiants et étudiantes de maîtrise et de doctorat de publier des billets de blog sur leur terrain. Donc, ils et elles présentent donc des réflexions sur les défis puis les apprentissages de leurs enquêtes de terrain. Donc, nous y reviendrons. Yes, sir! Puis, avant de commencer, Servane, permets-moi de te présenter à notre auditoire. Donc, Servane, t'as quitté ta Bretagne natale pour venir étudier à Québec. T'as donc fait ton bac, ta maîtrise et ton doctorat à l'Université Laval sous la direction de Michel Lavelluy. Et tu t'es spécialisé sur l'étude du syndrome post-traumatique auprès des militaires en France pour ta maîtrise, mais au doctorat, tu as plutôt travaillé auprès des militaires franco-canadiens. En parallèle à tes études, tu as enchaîné des emplois diversifiés, parce que tu es une femme aux multiples compétences. Et tu as agi comme auxiliaire d'enseignement, auxiliaire de recherche dans plein de directions, dans plein de domaines, dans plein de sujets, notamment à l'École nationale d'administration publique. Alors, on voit bien, là, justement, ta grande polyvalence. Et ton emploi principal pendant ton doctorat, ça a été au sein d'une OBNL qui travaille auprès de la population en uniforme, donc militaires, pompiers, policiers, paramédics, etc. Donc ça, c'était quand même en lien avec tes intérêts de recherche. Et à la fin de tes études, tu as intégré la fonction publique comme conseillère en recherche au sous-ministériat des services correctionnels. C'était pas facile à dire, ce mot-là. Ça fait maintenant 2 ans que tu es au sein de cette toute petite équipe-là de 4 personnes au profil full diversifié et tu occupes en parallèle aussi le poste de chargé de cours à l'Université Laval pour le cours diversité culturelle, contexte et enjeux. Tout à fait. Donc, oui, plusieurs domaines d'expertise à ton actif. Je m'ennuie pas. Non, effectivement. On a beaucoup de choses à discuter aujourd'hui. Mais on va commencer par notre fameuse question, Servane. C'est quoi la chose la plus funky qu'on t'a jamais dit sur l'anthropologie ou les anthropologues? Ah, la plus belle chose, et on en rigole encore aujourd'hui, chacun des soupers avec mes amis. Puis là, on va rentrer un peu dans ma vie personnelle parce que c'était à une date. C'était au Café Fou Allier en plus, donc sur le campus. Première rencontre autour d'une pinte de bière, puis j'explique que je fais un doctorat en anthropologie.
Et ce charmant jeune homme, alors je vous dis, c'est pas mon conjoint actuel, donc ça n'a pas été plus loin que cette première date. Et puis il me dit, c'est super intéressant, fait que t'étudies comment on organise les entrepôts. Donc, comment répondre à ça? Ben, j'ai essayé d'expliquer au mieux que non, je ne travaille pas pour Amazon actuellement pour essayer d'organiser les grands entrepôts des multinationales. Mais cette personne pensait très sérieusement qu'un anthropologue cherchait à améliorer l'organisation des entrepôts de grandes multinationales américaines. Oui. Donc, c'est ça. Ça a bien parti la rencontre. Ben, je trouve ça vraiment drôle parce que avec cette anecdote-là, tu soulèves un enjeu que beaucoup d'anthropologues ou d'étudiantes en anthropologie font face, c'est de dealer avec des nouvelles rencontres en tant qu'anthropologue, de devoir répondre souvent aux mêmes questions, expliquer ce que c'est, faire face à ces les mêmes blagues, les mêmes stéréotypes. Exactement, puis c'est vrai que dans la vie de dating, c'est une coche au-dessus, là. Surtout qu'on ne veut pas blesser la personne. Non, donc, c'est ça. On est toujours un peu sur la fine ligne en disant, ben non, c'est pas tout à fait ça. Mais en plus, la personne semblait tellement intéressée que je lui explique comment je gérais les entrepôts. Ben non, je travaille avec des militaires post-traumatisés de guerre. Puis là, l'ambiance est tout de suite un peu plus sombre que gérer des entrepôts. C'est ça. Ouais. Non, mais effectivement, là, puis quand on rencontre des nouvelles personnes, tu sais, on est tous et toutes conscientes que notre domaine d'études ou notre discipline, elle est pas connue, tu sais. Fait qu'on peut pas non plus s'attendre à ce que les gens connaissent ça. Puis effectivement, je comprends le lien que les gens font, anthropologue, machin. Mais des fois, ça peut être un peu lassant là, de devoir tout le temps défendre, en fait, son choix d'études ou son choix de carrière. Puis dans un contexte de dating, ben t'es comme là... tu veux... c'est ça, c'est un peu plus... délicat. Donc, en tout cas, on lui souhaite le bonjour. Mais je me rappelle, moi, jadis naguère, quand j'étais sur les applications de rencontres, je m'étais fait un paragraphe dans mes notes à copier-coller dans mes conversations avec les gars qui me demandaient c'était quoi l'anthropologie. Donc, j'avais pris le temps de m'écrire un petit paragraphe, mais la question revenait tellement souvent que j'avais tout le temps ma réponse toute prête. Là. Je trichais un peu. Habile, vraiment, là, habile. Ah oui, on se développe des trucs. Moi, j'allais au plus... Des fois, tu sais, je dis que je suis guide touristique. Tu sais, je vais y aller au plus... tu sais, c'est ça. Je m'évite. Au plus simple, c'est ça. Je suis guide touristique. Puis on passe à autre chose, effectivement. On se développe tous nos petits trucs. Toi, Servane, comment tu résumerais ça, justement, très succinctement, l'anthropologie, à quelqu'un qui n'est pas familier avec la discipline? Je crois que je suis toujours pas très douée pour réussir à faire ça. Quand j'essaye de l'expliquer à mes proches, ils me regardent toujours avec des grands yeux en disant « Fait que non, je pense que j'ai toujours cette phrase un peu bateau en disant qu'on étudie la culture humaine. Fait que là, on me répond « Ah, comme les agriculteurs ». Donc, j'explique non, les aspects culturels comme la religion, la politique, l'économie. Fait que là, on me regarde toujours avec les grands yeux. Fait que ma technique, après, c'est d'aller dans les spécialisations des anthropologues. Et je crois que là, on arrive un petit peu plus à cadrer ce que fait un anthropologue. En plus, avec la pandémie, je crois que j'ai trouvé un petit peu mon filon quand je t'explique qu'on a des anthropologues qui vont étudier l'impact des vaccins sur les sociétés dans un aspect un petit peu plus culturel. Pourquoi on a certaines sociétés qui vont adhérer plus facilement à des vaccins par rapport à d'autres. Et puis ensuite, je vais plus sur mon sujet quand c'est plus mes proches qui se questionnent. Puis quand on va plus sur une spécialité, j'ai l'impression que les gens comprennent un peu mieux qu'est-ce qu'on étudie puis qu'est-ce que ça peut apporter à une société. Parce que j'ai l'impression que il y a toujours cette question-là aussi quand on dit qu'on est anthropologue, c'est mais qu'est-ce que ça apporte? Il y a un peu ce débat-là. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? C'est comme si un métier devait nécessairement apporter quelque chose de matériel, de palpable. Donc c'est sûr que quand on dit on étudie les aspects sociaux et culturels
d'une société, oui, mais ça sert à quoi? Donc, quand on va sur quelque chose de plus précis, comme nos sujets d'études, là, on apporte quelque chose aux gens. Oui, ils nous regardent un peu plus en se disant « Ah, ouais, OK, je comprends. » Oui, c'est ça. Mais quand on donne des exemples ou quand on essaie de faire des liens, comme tu l'as mentionné avec l'actualité, ou tu sais, moi, j'ai travaillé sur les langues minoritaires. Fait que nécessairement, dépendamment de à qui je parle, je faisais le lien avec le français au Canada, par exemple. Tu sais, essayer de trouver des sujets qui leur est un peu plus familiers, là. Mais ouais, est-ce que tu penses que parce que, tu sais, étudier les aspects culturels, puis là, t'en as nommé, là, genre la religion, l'économie, etc. Est-ce que tu penses que c'est la confusion reste parce qu'il ne figure pas comment on peut étudier ces choses-là? Je pense, qui n'est pas, mettons, de l'économie ou qui n'est pas, mettons... Oui, je pense. Et puis en plus, aujourd'hui, on a l'impression que tous les métiers se disent un peu anthropologues ou ethnologues. On voit aujourd'hui, on a des économistes qui font de l'ethnologie. On a un petit peu tous les corps de métier qui vont dire qu'ils font du terrain. Et donc aujourd'hui, on retire un petit peu la spécialité de l'anthropologue à l'anthropologue. Et donc, quand on dit que c'est notre spécialité de faire du terrain, les gens ne comprennent plus trop parce qu'on voit d'autres métiers qui vont dire qu'ils font ce genre de choses, mais qui n'ont pas nécessairement la méthodologie qu'on a et la formation qu'on a pour faire ce style de métier et avoir la rigueur méthodologique qu'on va avoir de par notre formation. Donc, c'est sûr que quand on leur apporte ce qu'on fait, des fois, il y a de la confusion parce qu'ils se disent, oui, mais comment vous faites ça? Puis ils vont nous répondre, oui, mais j'ai vu l'autre fois aux médias, tel journaliste, il a fait la même chose que vous. Fait que vous êtes journaliste? Non. Ouais. Ou quand je leur dis que je travaille sur le stress post-traumatique, ils me disent, oui, mais t'es un peu comme un psy, en fait, parce que t'écoutes des militaires te parler de leur traumatisme. Non. C'est ça. Oui, c'est ça. Donc, parce que les méthodes ne sont pas les mêmes. Exactement. C'est ça. Puis le journaliste d'enquête, par exemple, va faire du terrain, mais les objectifs puis l'éthique de comment on rapporte la nouvelle puis dans quel format, c'est très différent. Oui, et la préparation aussi. La préparation exactement. aussi. Mais jusqu'à quel niveau on veut aller expliquer tout ça dans un repas de famille? C'est ça, exactement. C'est pour ça, préparez vos paragraphes, gang. C'est toujours utile, je pense. Ouais. En fait, maintenant, faites juste envoyer notre podcast à ces gens-là. Oui, exactement. Voilà. On va s'en charger, nous, avec grand plaisir. Et puis là, en parlant justement de la spécialité de l'anthropologue qui est un peu d'aller sur le terrain, toi, ta première expérience de terrain, là, comment ça s'est passé? Parce qu'on dit souvent que ça se passe rarement comme c'était prévu. Là. Toi, comment ça s'est passé? Ça s'est passé aux côtés d'un militaire. Donc, c'était prévu. Après, ce qui n'était pas prévu, c'était ce rapport à une figure d'autorité aussi impressionnante qui m'a raconté des choses qui, encore aujourd'hui, m'ont marquée. Une rencontre de plus de 2 heures et qui, en fait, aujourd'hui, a complètement dirigé tout le reste de mes études parce que c'était ma première entrevue à la maîtrise. Donc, ça remonte aujourd'hui à plus de 10 ans. Le temps passe vite. Et un militaire qui se disait non post-traumatisé de guerre. Je dis qui se disait parce que tout le rapport à mon sujet de maîtrise était sur l'impact du diagnostic. Donc, c'est tout un rapport. Qu'est-ce que le diagnostic? Et je pense que peu importe comment on se prépare au terrain, comment on pense que ça va se passer, comment on va réagir à ce qu'on va entendre, comment on va penser, l'analyser, le retranscrire, on ne peut jamais se préparer à comment notre corps, comment notre esprit va finalement, je vais dire un terme un peu bizarre, mais avaler et digérer tout ça par après. Parce que pendant le récit, on est dans notre position de chercheur, on écoute sans réellement entendre, on pose nos questions, on est dans notre guide d'entretien. Et puis finalement, tout ce qui se passe, c'est après, quand on va retranscrire l'entrevue, quand on va analyser. Donc ça se passe des mois après et on se rend compte de tout ce qu'on a entendu, on se rend compte de tout ce que cette personne finalement a vécu, de tout ce qu'elle nous a transmis. Et on se dit, wow, j'ai vraiment entendu ça à ce moment-là, il m'a vraiment dit ça, ça veut dire ça sur le monde dans lequel on vit, ça veut dire ça sur qu'est-ce que je dois analyser, puis ça veut dire ça sur ce que je dois transmettre au monde. Donc ça a été ça, mon premier rapport au terrain. Et donc, c'était pas sur le moment de l'entrevue, finalement.
c'est plus sur après. Mais finalement, c'est ça ma première relation au terrain. Mais oui, parce que les entrevues, c'est tout le temps en 2 temps. Parce que quand tu l'as fait, surtout quand c'est tes premières entrevues, tu es tellement dans la technicalité, tu as tellement de choses à penser que tu sors un peu de ton corps là, pour comme passer au travers. Puis après, quand tu réécoutes tes entretiens, que tu les retranscris, que tu extrais les données, que tu fais ton analyse avec les thèmes abordés et tout, ben là, il y a comme un autre sens qui s'en dégage, tu sais. Exactement. Vraiment. Fait que ça, c'est ton expérience à la maîtrise, donc, quand tu es allé auprès des militaires en France. Tout à fait. Mais loin de te décourager, ça t'a plutôt encouragé à poursuivre avec également des militaires, mais franco-canadiens, au doctorat. Et c'est d'ailleurs de cette expérience de terrain-là que parle ton billet dans l'Anthropoblog. Tout à fait. Donc, billet pour ceux et celles qui souhaitent aller le lire, ma foi, très, très, très intéressant. On vous fera part du lien dans notre description. Est-ce que tu peux me parler un peu, là, c'est quoi, dans le fond? L'exploration du sujet sensible, c'est un thème, bon, que moi, dans mon cas, c'était sensible, mais pas trop sensible. Dans ton cas, c'était un sujet sensible autant pour tes participantes, mais qui pouvait devenir sensible pour toi aussi en tant qu'être humain, là. Comment ça a été de faire des retours sur des expériences difficiles comme ça avec tes participants? En fait, c'est très étrange que je vais dire, mais je pense que j'y suis allée avec une très grande naïveté. Je suis partie sur le terrain en pensant que j'étais parfaitement prête du fait que je pense qu'on est confronté à beaucoup de récits aujourd'hui très violents de par les films qu'on peut voir, l'actualité qu'on peut voir, puis on se prépare beaucoup avant de partir sur le terrain, on lit beaucoup sur notre sujet, on prépare notre méthodologie, donc je veux dire, j'avais lu énormément sur les traumatismes de guerre. Je veux dire, je m'étais préparée, j'avais lu énormément de récits violents, donc je me disais, bon, je suis prête, puis je me disais, et je pense que je ne suis pas une personne nécessairement sensible en pensant à l'époque que c'était un peu comme une insulte envers moi-même de me penser sensible. C'est très... c'est un peu fou ce que je vais dire parce que je traite du tabou dans l'armée militaire disant que ces hommes se pensent sensibles comme un tabou dans l'armée. Et moi-même, je me disais, je suis pas sensible, je suis capable d'écouter ça un peu comme un tabou personnel. Donc, j'y allais vraiment un peu naïvement et donc, je me disais, il y aura pas de problème, je vais y aller, je suis chercheur, j'ai cette carapace de chercheur. Ouais. Donc, en fait, j'y allais en me préparant à la possible sensibilité de mes participants et qui étaient là. Ça, c'est certain. Surtout pour les militaires franco-canadiens qui l'ont démontré plus que les militaires français, je pense, de par cette possibilité de s'ouvrir du fait de notre différence de nationalité. Je pense qu'ils avaient plus de facilité à démontrer ce qu'ils vivaient, cette volonté de démontrer ce qu'ils vivaient. Et donc le terrain se faisait où il y avait des larmes, il y avait des démonstrations physiques de leurs troubles, il y avait des besoins physiologiques de se placer particulièrement dans la salle pour pas faire dos à une porte, pour pas faire dos à une fenêtre. Donc j'étais témoin du trouble de stress post-traumatique quotidiennement. J'entendais des récits terribles de guerre et j'avais pas conscience, vraiment pas conscience à ce moment-là que ce que j'entendais, c'était pas des livres, c'était pas l'actualité à travers la télé. Je pense, la carapace qu'on se met en tant que chercheur, on a vraiment cette idée qu'on est dans le récit, qu'on doit analyser, qu'on doit retranscrire. Donc, on écoute, on analyse, on est dans notre questionnaire. Et donc, ça a été un an comme ça de récit, d'écoute, d'empathie. Et puis, ça a été après, où, quand il y a eu la retranscription, que là, la sensibilité du chercheur est apparue. Quand j'ai dû écouter les transcriptions et que là, j'ai vraiment dû entendre ce qu'on m'a dit et analyser ce qu'on m'a dit. Puis que tu te retrouvais toute seule maintenant. Il n'y avait pas comme
de masques de chercheuses ou des fois qu'on est en contexte social, on cache un peu nos réactions ou nos émotions. Là. J'imagine effectivement que ça a dû être un pas pire choc, même si t'es fait tough. Moi, je me demande, là, mettons d'avoir fait ton terrain de maîtrise, parce qu'on dit souvent que la maîtrise, on apprend à apprendre. Là, c'est comme vraiment une première incursion dans le monde de la recherche. Puis au doctorat, on bâtit sur nos acquis. Comment, entre tes deux terrains, y a-tu des choses que tu as changées? Y a-tu des affaires que tu as appris pendant ta maîtrise, que tu as réalisées, puis qui est venu modifier un petit peu ta façon de faire lors de ton terrain de doctorat? Puis... vu que c'était pas le même contexte comme national, tu as déjà mentionné que les Franco-Canadiens avaient tendance à un peu plus s'ouvrir. Mais y a-tu d'autres différences majeures entre tes deux expériences de terrain? Oui, déjà la durée. C'est sûr que la durée change beaucoup de choses par l'imprégnation qu'on va avoir du terrain. Donc, je dirais que c'est la grosse chose qui a été différente. Et puis, dans l'appréhension du terrain, c'est sûr que en France... j'appréhendais les entrevues différemment parce qu'on était moins dans le récit du trauma. On allait plus sur l'implication médicale du diagnostic, ce qui amenait les participants à s'ouvrir beaucoup moins sur l'expérience de leur trauma de guerre. Et c'est ce que ça m'a appris à changer dans mon approche pour le doctorat, parce que c'est peut-être qu'il y a eu un manque dans ma recherche pour mon terrain de maîtrise. Et puis, il y avait aussi une partie qui manquait à mon terrain de maîtrise. Donc, c'est pour ça que mes deux terrains sont vraiment très complémentaires. Et c'est ce qui m'a amené à continuer sur le même sujet au doctorat. C'est qu'il manquait une grosse facette dans mon terrain de maîtrise. C'était la facette des conjointes. Donc, en fait, j'ai beaucoup appris à la maîtrise. C'est comme si mon terrain de maîtrise était une introduction à ma recherche doctorale. J'ai eu un petit aperçu de l'expérience du stress post-traumatique par l'apparition du diagnostic et l'expérience du diagnostic qui m'a ouvert sur une expérience du trouble dans son entièreté et qui m'a dit, il faut que tu ailles voir les médecins, il faut que tu ailles voir les conjointes et il faut que tu parles de l'expérience du trouble dans son entièreté, c'est-à-dire pas seulement l'après-engagement, mais de l'engagement en tant que tel jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui se passe, puis on y va à fond, on va dans le récit en profondeur. Ce qui est très intéressant pour le chercheur, mais qui va avoir des conséquences par la suite pour le chercheur aussi. Non, c'est clair. Oui, c'est sûr, mais justement, il y a un truc que tu mentionnes par rapport au fait qu'il a fallu que tu ailles voir des professionnels de la santé aussi. Puis ça, tu en fais mention dans ton billet de blog, sur Anthropoblog. Comment on fait en tant qu'anthropologue pour justifier son rôle ou son importance dans la recherche par rapport à un trouble qui, à la base, est médical? Comment tu as fait? Est-ce que tu as été... Bon, ben tu le dis dans ton billet de blog là, que c'était un peu difficile, là, qu'il fallait un peu expliquer le pourquoi, qu'est-ce que tu fais et tout ça, parce que t'étais pas d'emblée pris très, très au sérieux. Là, mais comment on fait pour naviguer dans cet univers-là? J'ai été très étonnée de la réaction des professionnels de la santé quand je les ai rencontrés pour mon terrain. Moi, je pensais que ça allait être les plus faciles à convaincre de l'intérêt de cette recherche d'un point de vue sciences sociales et anthropologie. Et finalement, ça a été quasiment les plus fermés, les plus difficiles à rencontrer et en effet, les plus questionnants sur ma légitimité à faire une telle recherche. Qu'est-ce que je connaissais du stress post-traumatique? Pourquoi je faisais une telle recherche? Et puis, finalement, quand on leur prouve toutes les démarches pré-terrain qu'on fait, parce qu'en anthropologie, on ne part pas sur le terrain 3 mois avant. Là. Non, c'est ça. On a énormément d'années d'études avant, de préparation. Je veux dire, moi, le DSM, je l'ai lu. J'ai fait des recherches sur l'impact du diagnostic, comment c'est construit. Alors, c'est sûr que j'ai une vision très critique envers le milieu médical, puis je ne le cachais pas, parce que je pense que c'est l'éthique de l'anthropologue de ne pas cacher sa position. Donc, je me présentais mon positionnement face au diagnostic envers les médecins, puis je pense que c'est ce qui leur a plu. Aussi mon ouverture en leur disant, moi, voilà comment je considère le diagnostic, voilà pourquoi je le questionne, puis voilà pourquoi aujourd'hui je veux vous entendre là-dessus.
Et donc, ça leur permettait aussi de s'expliquer pourquoi ils travaillent dans ce domaine-là, pourquoi ils se sont engagés à travailler avec des militaires aussi. Parce qu'en plus, ce qui était très intéressant, c'est que j'ai rencontré énormément de médecins très critiques envers le milieu militaire, alors qu'ils travaillent à soigner des militaires. Donc, c'était très intéressant, ce positionnement à eux aussi, qui était très mitigé entre deux positions, donc un peu comme la mienne. Donc, c'était très intéressant. Donc, je pense qu'encore une fois, l'éthique de l'anthropologue a fait en sorte qu'après cet interrogatoire assez intense, ça les soulageait, puis ça lançait une entrevue très intéressante. Mais ça fait écho à la pensée scientifique at large, là, c'est-à-dire de poser des questions, remettre des trucs en de ne pas prendre les choses pour acquis, puis d'aller valider puis contre-valider les hypothèses qu'on a. Fait que je pense qu'effectivement, à ce niveau-là, ça a dû les rejoindre. Donc, finalement, tu as réussi à discuter, à mentionner, je dis n'importe quoi, tu as réussi à discuter avec des professionnels de santé et à des conjointes. Ça m'intéresse quand même. Hein? Oui. Ça, c'était un point que je voulais absolument dans mon doctorat parce que, c'est ça, avec les militaires français, il s'était avéré que tous m'avaient dit qu'ils avaient fini par se faire diagnostiquer comme atteints de stress post-traumatique grâce à leur conjointe, parce que c'était leur conjointe qui leur avait dit, c'est soit tu vas te faire soigner, soit c'est fini. Ah, c'est ça. Donc, je m'étais dit, on a là un point ultime à aller questionner. Quel est le rôle de la conjointe? Comment elle vit ça, le stress post-traumatique, elle aussi? Puis... Parce que visiblement, elles le vivent. Parce que si c'est rendu à donner un ultimatum, c'est qu'elles vivent, elles aussi, les conséquences. Là. Elles le vivent, puis elles ont un poids important, si ce n'est primordial, dans la prise en charge du stress post-traumatique, parce qu'on le savait qu'elle le vivait étant elle-même malheureusement victime, parce qu'on ne se le cachera pas, dans les symptômes du stress post-traumatique, il y a de la violence envers les conjointes de par des cauchemars, de par des reviviscences, des hallucinations, mais elles ne sont pas seulement victimes. Puis c'était ça qui était intéressant à voir, c'est qu'elles sont actrices de l'action pour le soin dans le stress post-traumatique. Donc, c'était ça qui m'intéressait, c'est quels sont leurs rôles en tant qu'actrice là-dedans. Donc, je m'étais dit, c'est super important. Puis j'ai eu cette chance-là, en effet, de rencontrer des conjointes, principalement des ex-conjointes. C'est important à mentionner aussi parce que le taux de divorce pour des militaires post-traumatisés, est très, très important. Mais, en effet, rencontrer des conjointes de militaires, c'était impressionnant. Impressionnant de par leur force face au stress post-traumatique, parce que c'est une lutte quotidienne qu'elles ont. Puis leur force de caractère, parce que quand elles me parlaient de leur conjoint, elles utilisaient des termes comme leur plante verte à la maison. Ouais, je trouvais ça fou, parce qu'elles les suivaient, même si c'était leurs ex-conjoints, là, elles continuaient à les aider quotidiennement, à les soutenir dans leurs soins, à trouver des solutions. Elle me disait, quand elle les amenait au Costco, elle remarquait dès qu'ils changeaient de comportement, hop, elle le prenait par la manche, elle le sortait du magasin parce qu'elle voyait que c'était plus possible. Mais en même temps, elle les appelait des machines à tuer. Elle les appelait les plantes vertes. Elle leur donnait des termes tellement violents, mais on sentait tout l'amour, en dehors de l'amour de conjoint, mais l'amour supportant. L'amour d'une femme qui sera toujours là pour l'aider parce qu'elles savent que malheureusement, ce sera un trouble avec lequel elles vivront toute leur vie. J'ai rencontré aussi une veuve qui était là quand je l'ai rencontrée. Elle avait ses 3 enfants à la maison. Elle a dû les coucher pendant l'entretien parce que je l'ai rencontrée. Il était 19h le soir. C'était le seul moment où elle pouvait me rencontrer. Son conjoint s'était pendu à la maison du fait du stress post-traumatique. Et elle m'a rencontrée et elle n'a pas versé une larme pendant les 3 heures d'entretien. Alors qu'elle me rencontrait, elle me racontait l'alcoolisme de son mari, les violences, la peur qu'elle avait de rentrer à la maison, craignant qu'il ait tué ses enfants parce qu'elle ne savait pas comment il allait réagir. Et c'est des femmes, mais d'une force face à un trouble, mais qui a transformé leur vie alors qu'elles avaient juste rencontré un homme qui était un militaire. Oui, vraiment intéressant. Puis comment... ces femmes-là ont reçu ta recherche. Est-ce que c'était plutôt facile de les approcher ou c'était quand même un défi? C'est quoi l'enjeu du recrutement, en fait, à ce niveau-là? Pour les conjointes, c'était assez facile. Elles disaient « enfin ». Enfin, on nous écoute. Oui, c'est ça. Oui, parce que l'aide offerte aux conjointes de militaires post-traumatisés, c'est encore pas assez offert, c'est pas assez connu.
elles sont très présentes, on l'a dit, mais malheureusement pas assez reconnues dans ce qu'on peut faire pour elles, puis dans tout ce support qu'elles offrent. Donc, quand elles savent qu'il y a une recherche, qui sont là enfin pour les écouter puis leur donner la parole, elles étaient très contentes de pouvoir enfin dire ce qu'elles avaient sur le cœur, puis enfin pouvoir parler avec les mots qu'elles voulaient. Comme elle disait, au contraire, des traitements avec les psys et tout, elle disait, bon, enfin, je vais pouvoir dire les mots que je veux, parce qu'un anthropologue, ben, on n'a pas l'habitude de voir ça, puis c'est pas une thérapie, c'est pas le gouvernement, c'est pas... Là, on va pas questionner ce qu'elle nous dit. C'est un rôle vraiment différent. Exactement. Puis ces militaires-là, est-ce que c'était difficile de les recruter? Est-ce que eux, on vient de parler des femmes, comment on reçu la recherche, les militaires, que ce soit pendant ta maîtrise ou ton doc, comment t'étais perçue? Eh bien, étrangement, au contraire des militaires français qui ont été très difficiles à trouver, les militaires franco-canadiens, ça a été assez facile. J'ai été étonnée de ça, mais j'ai eu quand même de l'aide. J'ai fait des partenariats avec 3 organismes de la ville de Québec, donc le Centre de la famille Valcartier, la clinique TSO, donc pour troubles de stress opérationnel, puis, mon Dieu, j'ai un trou de mémoire, la Maison La Vigile, excusez-moi, c'est une maison de thérapie pour le personnel en uniforme, donc qui ont accepté de diffuser ma recherche. Donc c'est sûr que là, ça a vraiment permis d'élargir vraiment mon recrutement, puis les réseaux sociaux. Il y a énormément de groupes d'anciens combattants sur les réseaux sociaux, puis il s'avère qu'ils se regroupent énormément. Donc, une fois que c'est parti, la recherche, c'est parti, puis ils se connaissent un peu tous, c'est un petit milieu. Donc, il y a eu un gros intérêt pour la recherche et ils veulent parler. Ils veulent parler de leur expérience. Puis encore une fois, un anthropologue, souvent, ce qu'il me disait, je suis pas là pour me faire traiter avec un psy. Fait que ce que je vais te dire, t'es pas là pour me dire, il faudrait que tu fasses ça pour gérer tes cauchemars. Il faudrait que tu gères ça comme ça. Là, tout ce que je vais te dire, c'est pour de la recherche, là. C'est pas pour que tu me dises, il faudrait mieux que je vive ça, il faudrait mieux que je fasse ça, il faudrait pas que je dorme avec mon arme, il faudrait pas que je fasse ci, il faudrait pas... T'es juste là pour écouter, puis ça fait du bien de savoir que t'es juste là pour écouter. C'est pas pour diagnostiquer, c'est pas pour conseiller, c'est pas pour juger. Exactement. C'est pour la recherche. Fait que ça, c'était très intéressant. La seule déception que j'ai eue, c'est que j'ai jamais pu rencontrer de femme militaire. La seule qui m'a contactée, malheureusement, la veille de notre entretien, je me suis cassé la cheville à la danse. Je ne sais pas si tu te souviens, Vicky. Oui, je m'en souviens. Et donc, j'étais aux urgences quand j'ai dû annuler notre rencontre. Puis malheureusement, par contre, un militaire qui veut bien vous rencontrer pour parler de stress post-traumatique, c'est une chance. Puis c'est des récits de vie, mais que vous rencontrez qu'une seule fois. C'est ça. C'est une entrevue très longue, mais il ne vous rencontrera pas une deuxième fois, à part exception, mais c'est ça. Fait que là, le fait d'annuler, j'ai jamais eu de nouvelles après de cette vétérane-là, puis j'ai jamais eu la chance de rencontrer une autre femme. OK. Mais justement, c'est intéressant, tu mentionnes que tu as utilisé le récit de vie. Fait que pour ceux et celles à la maison, là, en anthropologie, on peut faire des entrevues semi-dirigées en one-on-one, comme on peut faire des focus group, ou bref, il y a toutes sortes de méthodes d'entretien. Puis le récit de vie en est un qui est quand même assez pertinent dans des contextes comme le tien, ou des contextes comme Émilie qu'on a reçu le mois dernier, dans des cas où les sujets sont un peu plus sensibles, disons. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'approche de comment mener un récit de vie? Concrètement, qu'est-ce que ça apporte à la recherche quand on traite de sujets sensibles? Le récit de vie, c'est que ça va permettre à la personne d'élaborer son récit un peu comme elle le souhaite. Donc, c'est pas pour autant que nous, on n'arrive pas préparés. Hein? On n'arrive pas les mains dans les poches en se disant la personne va tout faire pour nous. Nous, on arrive vraiment avec quand même des questions pour recentrer un peu si jamais le récit part un peu n'importe où, ou si la personne, finalement, sait plus trop où aller ou ne sait plus trop quoi dire. Nous, on arrive quand même avec ce qu'on appelle un guide d'entretien, avec des thèmes clés, parce qu'on sait où on veut quand même amener le récit par rapport à notre sujet d'entretien. Mais on va laisser la personne élaborer son récit comme elle le veut, avec une question de départ, du type « parlez-moi un peu de vous » ou est-ce que vous pourriez me parler de votre enfance ?» ou pour lancer la personne. Puis ensuite, on la laisse y aller. Puis quand il y a des petits moments de blanc, on va relancer un petit peu le récit par rapport où elle s'est arrêtée ou rediriger les questions si on voit que la personne part un petit peu
n'importe où qui nous intéresse un peu moins parce qu'on sait que ça peut arriver. Puis on sait aussi qu'il faut que ça se termine aussi à un moment, le récit, on ne se le cachera pas. Donc voilà à quoi va servir le récit de vie. Puis pourquoi c'est pertinent dans les sujets sensibles? C'est parce qu'on ne veut pas retraumatiser la personne, surtout dans un contexte comme on parle de traumatisme de guerre. Donc permettre à la personne de gérer son propre récit, c'est que ça va lui permettre de garder ce qu'il veut garder pour lui, mais aussi lui permettre de parler de ce qu'il veut parler, alors que nous, on pourrait se dire, c'est peut-être pas pertinent pour moi, ou finalement, ça l'est, puis j'y avais pas pensé. Donc voilà pourquoi le récit de vie était très, très pertinent, notamment dans le cadre de ma recherche. Puis là, il y a une autre chose que tu mentionnes dans ton billet de blog qui est super intéressant, c'est l'importance du regard et comment ça l'a affecté ta prise de notes. Parce que, tu l'as déjà mentionné, il fallait déjà juste penser à l'espace où vous étiez installé pour justement éviter de créer de l'anxiété ou d'éveiller des symptômes ou des épisodes post-traumatiques. Fait que de ne pas faire dos à une porte, mais il y avait aussi l'aspect de pas donner l'impression que, justement, il était étudié trop. Ouais. Peux-tu nous en parler un petit peu de cet aspect-là qui est super intéressant? Oui, en fait, j'ai appris à prendre des notes sans regarder ma feuille. En fait, c'est ça, avec ces hommes, principalement, en fait, avec les militaires, aussi avec les femmes, mais je dirais que j'ai surtout développé ça avec les militaires, c'est que il faut les regarder. Quand ils vous parlent, et en plus, souvent, ils vont perdre contact avec la réalité. C'est un des symptômes du stress post-traumatique. Ils vont rentrer dans leur trauma, ils vont rentrer dans leurs souvenirs. Ils ne sont plus avec vous. Mais si vous aussi, vous déconnectez de la personne pour prendre des notes, ils vont voir que vous-même, vous n'êtes plus avec vous, donc ils vont s'arrêter. Aussi simple que ça. C'est que s'ils voient que vous n'êtes plus avec eux, ils vont croire que vous ne les écoutez pas, ils vont croire qu'en effet, vous les analysez. Et pire que ça, ils vont pouvoir s'imaginer que vous êtes contre eux, vous devenez un ennemi, vous imaginez des choses contre eux, ça peut devenir inquiétant pour eux. Donc ça, c'est limite un des symptômes qui peut rentrer contre vous et donc être contre l'entrevue. Donc c'est ça, on développe des techniques pour prendre des notes toujours en ayant un contact avec la personne qui vous parle, pour ne jamais briser en fait ce dialogue qui se met en place. Et puis avoir toujours ce contact visuel pour continuer le récit et leur faire comprendre que eux peuvent vous quitter, eux peuvent rentrer dans leurs souvenirs parce que vous êtes connecté avec eux. C'est ça, que toi, tu tenais le fort, c'est pour deux. Tu t'en es rendu compte comment de cette importance-là du regard? À la maîtrise. Avec les militaires français, je m'en suis rendu compte quand, justement, je prenais beaucoup plus de notes en regardant mes feuilles et puis le récit s'arrêtait dès que je regardais ma feuille. Tout de suite, la personne, finissait sa phrase, puis silence. Arrêtez. Et là, j'étais comme, j'en étais où dans mon entretien? OK, je reprends, puis je relançais une question, puis on était reparti. Et dès que, je repartais sur ma feuille, la phrase se réarrêtait. Puis je disais, OK, là, il y a quelque chose qui se passe pas. Là. Ça brisait le fil. Fait qu'il va falloir que je trouve une technique pour que ça s'arrête pas. Mais pour vrai, c'est tout que des terrains que tu as vécu là, Servane. Je rappelle le titre de ton billet de blog pour nos auditeuristes, travailler auprès des militaires franco-canadiens post-traumatisés de guerre et leur entourage, qui se trouve sur l'Anthropoblog, sur le site du département d'anthropologie de la Faculté des sciences sociales de l'Université Laval. Puis là, maintenant, Servane, j'aimerais ça qu'on parle de tes expériences de travail, notamment en ce moment, en tant que conseillère en recherche au sein du sous-ministériat des services correctionnels et chargée de cours également en anthropologie ici. Qu'est-ce que ça fait une conseillère en recherche dans un sous-ministériat de services correctionnels? Ça fait beaucoup de choses. Non, c'est très diversifié. Puis je crois que c'est ça que j'aime. Mais je pense qu'on le voit dans mon parcours, c'est que j'aime la diversité. En fait, la principale chose, c'est qu'on on accompagne en fait toutes les recherches qui ont lieu au sein du système correctionnel québécois. Donc les courtes peines de 2 ans moins 1 jour. Sinon, ça va au système fédéral, donc ça ne nous concerne pas. Donc, dès qu'on a des étudiants ou des chercheurs professionnels qui veulent faire de la recherche dans nos prisons, ils doivent être accompagnés parce qu'on n'accède pas aux prisons comme ça. Et donc, pour ça, on fait appel à des conseillers en recherche. Nous sommes 4.
notre petite équipe. Donc, vous allez avoir affaire à nous pour qu'on vous accompagne, pour avoir accès, si vous voulez faire des entrevues avec des détenus ou avec des membres du personnel, il va falloir avoir affaire à nous pour qu'on analyse votre processus de recherche, que vous ayez les autorisations du milieu et tout. Puis si vous avez besoin de données statistiques, de données correctionnelles, c'est aussi par nous que ça passe. Donc ça, c'est une facette de notre travail. On accompagne aussi les chaires de recherche. Donc on a plusieurs chaires de recherche qui sont financées par le sous-ministériat des services correctionnels. Puis pareil, on les aide dans leurs recherches. Et puis, on fait aussi nous-mêmes un petit peu de recherche. Donc, bien sûr, on ne fait pas des recherches sur des années. On n'a pas ce luxe-là. Mais on a des petits projets de recherche à la demande de la sous-ministre et du ministre de la Sécurité publique. Donc, par exemple, en ce moment, moi, personnellement, je travaille sur le profil des porteurs du bracelet électronique. On travaille aussi, on réfléchit sur la question de la transidentité dans les prisons. On travaille... sur quoi d'autre j'ai travaillé oh mon Dieu, on a tellement de sujets en ce moment, mais c'est ça, tous les sujets d'actualité en fait qui nécessitent de la recherche, notre petite équipe va se pencher là-dessus, des données correctionnelles, tout ça. Est-ce que vous êtes tous ou toutes des anthropologues ou c'est des profils diversifiés? Je suis la seule anthropologue. Okay. On a un juriste dans notre équipe, on a 2 psychologues. OK. Donc c'est ça. C'est très multidisciplinaire. Tout à fait. C'est ça qui est beau dans notre équipe. Oui, c'est clair. Puis, qu'est-ce que tu trouves que ça te donne comme compétence dans ce poste-là d'être anthropologue spécifiquement comparé à tes collègues là, qui sont juristes ou psychologues? Je dirais que notre formation nous permet de travailler sur tous les sujets. Je pense qu'on a un cerveau qui est aguerri pour être capable d'apprendre rapidement sur tout. Puis on a une méthode de travail qui nous permet de se diversifier. Si demain on me dit de travailler, c'est ça. J'ai travaillé sur la question du genre, ensuite sur les violences conjugales, ensuite... Il n'y a pas de souci, quoi, parce que je pense que du fait du bac qui n'est pas spécialisé, puis qu'ensuite on va se spécialiser sur un sujet de notre choix, on a une capacité de s'adapter, on a un peu des caméléons, en fait, où on peut travailler sur n'importe quel sujet. Et puis même, maintenant, je travaille sur de la statistique, alors que, on sait que les anthropologues, les chiffres, on n'a pas l'habitude, mais on est quand même capable de s'adapter parce que je pense que on a cette capacité d'avoir un cerveau souple et de réfléchir vite puis de s'adapter. J'aime ça, l'adaptation, la polyvalence, la débrouillardise, probablement aussi avec les statistiques. Oui, parce qu'on sait compter. On n'aime juste pas ça d'habitude. Exactement. J'ai quand même toujours un doute que 2 plus 2, ça fait 4, mais aujourd'hui, je fais quand même de la psychométrie. Me demandez pas ce que c'est, mais j'en fais. Mais c'est ça, puis justement, dans ton profil, ce qui est intéressant, c'est de voir, là, tu as un emploi, justement, de recherche, conseillère à la recherche dans le milieu carcéral, mais tu as aussi eu plein d'autres types d'emplois super diversifiés, puis ça, je pense que ça montre bien, justement, qu'en anthropologie, il y a moyen de se développer une méthode de travail qui s'adapte ou qui se prête bien à différents types de métiers. D'ailleurs, toi, tu as aussi un pied dans l'enseignement avec comme chargé de cours à l'université. C'est quand même 2 emplois assez différents en termes de tâches, de charge mentale et tout ça, là. Comment tu fais pour naviguer entre ces deux chapeaux-là? Je dirais que j'ai la chance d'avoir un horaire souple. C'est déjà un bon point quand on travaille dans la fonction publique. Et puis, cette chance-là d'avoir une charge de cours, je dirais que c'est quand même super parce que ça m'aurait beaucoup manqué. J'adore transmettre. C'est vraiment quelque chose qui me touche beaucoup puis que je voudrais garder toute ma vie, ça c'est sûr. En plus, le cours diversité culturelle, c'est un cours que j'ai depuis longtemps, que j'ai été auxiliaire d'enseignement avant d'avoir la chance d'être chargée de cours pour ce cours-là. Et qui, en plus, c'est un cours qui traite de plein de sujets. Donc, encore une fois, la diversité, j'adore. Fait qu'après, comment on gère ça, je pense que quand on est passionné, puis je crois que c'est un atout encore des anthropologues, je crois qu'on a tous ce défaut-là, si on peut dire, parce que du coup,
On n'a pas beaucoup de fins de semaine. Des quoi? Des quoi? Des vacances. Est-ce que vous vous souvenez ce que c'est des vacances? C'est flou. C'est flou. Mais c'est ça. Fait que je pense que c'est à mes amis et mon conjoint qu'il faut en parler de comment on gère ça, mais on le gère parce que c'est ça qui est le fun. C'est qu'on aime ça, on aime transmettre, on a la passion de ça. Avec mon poste au sous-ministériat, j'ai cette chance-là d'accompagner des étudiants dans la recherche. C'est pas, finalement, c'est pas si opposé que ça. Tu as quand même un rôle de transmission ou de coaching, disons. Là, Fait que non, je pense que les deux se mettent bien ensemble. Je dis pas que je pourrais avoir 6 charges de cours en même temps, mais ça se fait bien. Hey, là, je vois encore une fois le temps passer. Ça file. Ça file, ça file. Et je pense que c'est le moment du Culture Pop! Donc, Servane, que tu vas nous parler du roman « Écoutez nos défaites » de Laurent Gaudé. Le plancher est à toi. Qu'est-ce que tu voulais nous présenter de ce roman-là? De quoi ça parle? Ben, ça va être assez rapide quand je vois le temps passer parce que moi, j'aime pas beaucoup en dire. J'aime juste donner envie. Ah, voilà! T'aimes transmettre, mais pas tant que ça. Mais pas tant que ça. Non, j'aime juste donner le petit goût, le petit quelque chose aux gens. Et ce livre-là, mais c'est sûr que ce livre-là, ça va toucher les gens qui aiment se poser des questions, qui aiment finir un livre en le refermant puis en restant 15 minutes devant la couverture en se disant « OK, d'accord, c'est ça notre monde. » Moi, je suis un peu comme ça. Je suis désolée, je suis un peu taciturne des fois. Mais bon, vous savez ce sur quoi je travaille, donc c'est un peu ça. Ce livre-là, Écoutez nos défaites, ça parle de défaites. Et ça parle un peu de la guerre et comment la guerre, finalement, même dans les victoires, c'est que de la défaite. Et puis, si vous ne l'avez pas compris par mes recherches, vous comprendrez que moi, la guerre, j'aime pas ça. C'est pour ça que je travaille sur ce sujet-là. Et Écoutez nos défaites, ça traite de 3 personnes. Ça parle de Assem, de Marwan, excusez-moi, l'accent, je ne l'ai pas, et d'une 3e personne dont je ne dirai pas le nom, il faudra le lire pour ça. Et en fait, Assem, il rencontre Marwan pendant une nuit. C'est 2 personnes qui vont juste se croiser, mais qui vont transformer la vie l'une de l'autre. Marwan, elle est archéologue et elle travaille à récupérer tous les objets qui sont détruits par la guerre. Une première défaite. Et Assem, c'est un militaire français dont le métier, c'est d'aller récupérer des anciens militaires qui sont soupçonnés de trahir leur pays pour aller décider si on doit les conserver ou pas, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Et là, sa mission, c'est d'aller trouver cette 3e personne, de le questionner puis de savoir s'il doit le conserver ou pas. Puis cette 3e personne, c'est une personne qui a tué un grand terroriste. Vous verrez lequel. Et donc, c'est ça. Ce livre-là, vous suivez ces 3 personnes dans les grandes victoires de la guerre qui sont toujours des défaites. Et puis, ça nous fait réfléchir un petit peu sur les grandes guerres de ce monde. Là, on est un peu dans le passé. C'est un roman qui a quelques années, qui est écrit par un dramaturge, donc c'est très, très bien écrit. Puis ça nous fait réfléchir un petit peu sur l'impact de la guerre, sur l'esprit, mais sur le corps aussi. Puis moi, ce que j'ai aimé dans ce livre-là, je l'ai lu pendant mon doctorat. Puis j'ai énormément de notes dans ce livre-là parce que c'est exactement ce qui ressort de ma recherche. Comment la guerre, ça impacte pas seulement l'esprit, mais ça impacte aussi le corps. Et c'est très important à comprendre parce que finalement, la guerre, ça impacte pas seulement des individus, ça impacte toute une société de ce fait-là. C'est que ça impacte pas seulement l'esprit. C'est qui gagne, qui perd, tout le monde est marqué, puis impacté dans tous les cas. Exactement. Et je pense que dans le monde actuel dans lequel on vit aujourd'hui, ce genre de livre, c'est toujours intéressant à lire, même si on reste 15 minutes en se disant « Oh ». Oui, c'est ça. Je pense que ça peut amorcer une réflexion plus large que les faits racontés. Donc, je répète le titre du livre « Écoutez nos défaites », roman de l'écrivain français Laurent Gaudé, sorti en 2016, qui est disponible chez vos libraires préférés. Merci tellement, Servane. Ça a été un plaisir de te recevoir. Ça a été un plaisir aussi de lire ton billet de blog parce que je vais te faire une confession, je ne l'avais jamais lu. Même si on est amis, je ne l'avais pas lu. Donc, ça a été full intéressant. Puis, c'était vraiment, vraiment le fun de te recevoir. Merci beaucoup. J'espère que tu as aimé ton expérience parmi nous. Vraiment, merci à vous beaucoup.
Alors, pour tout le monde à la maison, on vous rappelle que le billet de blog à Servan, il est disponible sur le site d'Anthropoblog. On va le linker, là, pas de panique, on va le mettre en lien dans la description, puis sur nos réseaux sociaux. Le titre, Laurence? Travailler auprès des militaires franco-canadiens post-traumatisés de guerre et leur entourage. Excellent. Et il est diffusé il a été paru un petit bout. 2019, si je ne me trompe pas, ça doit être ça. Donc, remonte. il faut descendre dans la liste, mais il est... Ça en vaut la peine. Oui, c'est ça, très intéressant. Ça en vaut la peine. Aussi, là, je vous fais une demande spéciale, les amis. Allez nous donner des petits avis là, sur... vos plateformes d'écoute de balado. Là, ça nous ferait très plaisir de savoir ce que vous pensez de notre podcast parce qu'on est deux petites baladeuses en herbe. Là, on est en apprentissage. Donc, donnez-nous des feedbacks, please! Puis des likes, idéalement. Mais... Ça se peut que je commence à utiliser l'option sondage sur Spotify pour faire des sondages funky. Ça, je dis rien. Stay tuned! Alors, merci d'être encore avec nous, Servan. Merci à ceux et celles à la maison qui nous ont écoutés. C'est un plaisir. Et nous, on se retrouve le mois prochain avec un prochain épisode. Mais d'ici là, ne boudez pas votre plaisir. À la prochaine. Bye!